Journaliste du Figaro de venir avec nous parce que ce journaliste du Figaro qui doit être avec nous à l'instant, est-ce qu'il est là? Bonjour. J'ai lu hier dans le Figaro précisément. Dans l'affaire Jégou au Radou, le rapport des experts psychiatriques remet sérieusement en cause la version des faits de la femme argentine qui accuse les deux rugbyman français de viol. Et il y a des éléments qui ne répondent pas aux critères de crédibilité. Est-ce que vous pouvez nous dire, cher monsieur, plus précisément ce qu'on lira dans le Figaro? Ah ouais, le rapport est encore plus accablant que les deux extraits que vous venez de citer. Il parle de détails invraisemblables et peu fiables de la part de la plaignante. Il fait remarquer qu'elle ne souffre d'aucun stress post-traumatique, et c'est leur mot, et exagère l'histoire. Il parle d'une exaltation d'une image d'une femme humiliée et qui fait une négation d'avoir participé à ces actes sexuels. Bref, c'était la dernière pièce qui manquait au dossier pour la juge argentine qui doit rendre son verdict définitif ces prochains jours. Et il est clairement en défaveur de la plaignante. Alors, David Rera, journaliste au Figaro, qui est avec nous ce matin. Alors, ce qui est intéressant aussi, et forcément, c'est l'instrumentalisation qui a été faite de cette histoire, et notamment, disons-le, par le service public, qui a donné la parole à cette femme sans vraiment, finalement, se demander si elle était crédible ou pas, et qui mène, et c'est ça la difficulté de tous les sujets journalistiques aujourd'hui, c'est qu'ils deviennent idéologiques. Donc il y a un combat qui est mené pour la parole des femmes, pour évidemment protéger les femmes, et ça c'est entendu, mais au nom parfois d'erreurs. Et là on était dans le cas d'une erreur, monsieur Rera. C'est même étonnant, comme vous dites, cette permanence de certains médias de donner la parole à la plaignante, parce que dès les premiers jours qui ont suivi leur arrestation, au bout de 4-5 jours, les premiers éléments de l'enquête sont arrivés, et depuis, systématiquement, chaque témoignage, chaque élément de l'enquête, en particulier les nombreuses images de vidéosurveillance, chaque expertise, parce qu'il y en a eu plusieurs, ça c'est la dernière d'une longue série, ont toutes été en défaveur de la plaignante. C'est-à-dire qu'aucun élément n'a accrédité sa version. Et malgré cela, elle était avec l'influence de son avocate qui, à chaque fois qu'il y avait un élément en sa défaveur, n'a pas ménagé sa peine pour l'imposer sur les plateaux télé, que ce soit en Argentine ou en France. C'est-à-dire qu'elle faisait un contrepoids pour essayer de minimiser tous ces éléments qui, je le répète, étaient tous en défaveur de la plaignante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce rapport d'experts psy dans l'espace journalistique est moins important, en tout cas il est moins diffusé que les plaintes contre ces deux rugbyman au début de l'affaire. Donc j'aimerais, moi, et je le dis pour toutes ces affaires-là, qu'il y ait un lien, qu'on traite de la même manière lorsque ces deux rugbyman vont être innocentés, qu'ils soient traités de la même manière que lorsqu'ils ont été suspectés d'être accusés. Et ça me paraît important. Oui, en plus, il y a des réactions dans les jours qui ont suivi, tout de suite des réactions, évidemment, on se souvient par exemple de l'ex-ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui avait, mais dans les heures qui ont suivi, mentionné, parlé, évoqué une atrocité sans nom. Sandrine Rousseau avait aussitôt tweeté, etc., etc. C'est-à-dire que dans les heures qui ont suivi, sans aucun respect, comme d'habitude, comme trop souvent en tout cas, de la présomption d'innocence, les réactions ont tout de suite été en défaveur des joueurs, et puis des réactions assez sévères. Donc, et depuis, oui, effectivement, l'affaire est partie dans un autre sens, et on voit pas, il n'y a pas eu d'équilibre, il n'y a pas eu de balance, il n'y a pas eu de marche arrière. Et je pense que c'est dans les prochains jours. Les prochains jours, la juge va rendre son verdict a priori à un non-lieu, et je pense que non, tous les gens qui avaient parlé très vite ne vont pas faire amende honorable à ce moment-là. Bon, merci beaucoup. Merci, et pardonnez-moi de vous avoir fait attendre un petit peu, mais c'est vrai que nous étions avec Azilise Lecor, l'enfant et l'avenir de l'homme, et qu'on était passionnés par cette conversation. Nicolas Bedos m'a écrit. Il vous a écrit ? Exactement. Il dit très serré. Alors j'imagine que c'est pour que sa parole soit diffusée, donc je me permets de diffuser. J'ai pas touché le pubis, me dit-il, d'une femme. Elle me reproche d'avoir posé une main au niveau de son entrejambe. Elle était en jean, dit-il, et on était sur une piste de danse.
Pour le reste, dit-il, on est d'accord. Donc je pense que quand il dit on est d'accord, c'est la modeste analyse que j'ai produite. C'est-à-dire que voilà, il est béni des dieux et il sait bien que comme il est très intelligent, il a fait des choses voilà, parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool qui sont répréhensibles. Mais je le répète, on ne brûle pas Nicolas Bedos en place publique. On ne le brûle pas dans un bûcher. Voilà, c'est pas parce que c'est Nicolas Bedos que la sanction doit être plus sévère. Exactement. Ça, faut aussi... mais elle le sera. Elle le sera, elle le sera et elle l'est déjà. Et puis elle l'est déjà. Parce que si on va au bout de tout ce que nous disons, si c'est pas Nicolas Bedos, il ne se retrouve pas non plus devant un tribunal. Là, vous le savez. Même s'il est reconnu non coupable, finalement, il a déjà des conséquences sur sa propre réputation et sur sa carrière professionnelle. C'est ça qui est regrettable. Les gens qui sont connus aujourd'hui sont soumis, je pense, et tous le savent, à une plus grande attention sur ce qu'ils font. Oui.